Bonjour à tous. Nous sommes aux portes de l'été, la chaleur et le soleil sont déjà au rendez-vous. Ce sera bientôt l'occasion pour certains d'entre vous de prendre quelques congés ou de prendre une pause pendant la période estivale et d'avoir peut-être un peu plus de temps libre pour pouvoir se plonger dans des lectures. Et donc à ce titre, j'ai le plaisir de vous faire part de l'arrivée de mon dernier ouvrage aux éditions L'Harmattan qui s'intitule La déconstruction européenne avec pour sous-titre Comprendre les fins de l'Union. Comprendre les fins de l'Union. C'est le dernier ouvrage, il vient de sortir sur la fin du mois de juin aux éditions L'Harmattan, auprès desquelles il est disponible, ainsi que dans toutes les librairies et sur les différentes plateformes de vente en ligne. Alors de quoi est-il question dans ce dernier ouvrage? Eh bien, le but c'est de pouvoir poser la question centrale, l'Union européenne, pourquoi faire? C'est ça la racine commune à tout cet ouvrage, et c'est le fil directeur de l'itinéraire que je propose. Alors avant d'arriver à poser cette question, j'établis un certain nombre de préalables. Alors j'adopte, je le précise tout de suite, une forme d'entretien, de discussion qui est familière à ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne YouTube Europhilo, c'est-à-dire avoir une forme d'échange pour justement aborder ces thèmes qui sont un petit peu arides, les aborder de façon peut-être plus légère, plus vivante et plus interactive. Et donc, ces différentes discussions que je propose dans l'ouvrage ont pour but déjà de bien faire saisir quelles sont les notions, les outils, les instruments qu'a adopté l'Union européenne pour l'avancée de son projet et de quelle manière elle s'est arrogée finalement le label de démocratie, toutes les affaires concernant les éléments démocratiques comme étant son bien en propre, c'est-à-dire qu'elle est du camp officiel des démocrates et de la démocratie, en faisant jouer non seulement les éléments de démocratie représentative au travers de son Parlement européen, et des personnes qui y siègent dedans, et dans tous les cas les travaux de cette structure, et en y faisant intervenir de plus en plus d'éléments relatifs à ce qu'on appelle maintenant la démocratie directe, la démocratie citoyenne, la démocratie participative, la démocratie délibérative. Les qualificatifs abondent pour finalement donner corps à une forme d'assentiment populaire, de caution populaire pour tout ce qui est entrepris par la structure. Alors, vous le savez, ça fait une forme de décalage quand même assez qui pose question, puisque chacun se souvient que chaque fois qu'on donne au peuple, à la population, au peuple au pluriel, les peuples d'Europe, la possibilité de se prononcer sur les évolutions de la structure européenne, notamment dans le cadre de l'adoption des traités ou des évolutions des traités, chaque fois que les pays laisse la parole libre à l'expression populaire démocratique, notamment dans le cadre des référendums, eh bien ça se solde généralement par un échec aux questions qui sont posées, ou dans tous les cas une adoption finale, soit par des biais détournés, soit par des concessions qui sont formulées, et dans tous les cas avec des scores qui sont toujours à une très très courte majorité lorsque c'est favorable à l'Union. Et on peut considérer que la dernière expression populaire traduisant cette forme d'échec et de rejet, c'est finalement le Brexit, puisque la sortie du Royaume-Uni est bel et bien le fait d'une expression populaire obtenue en 2016, qui a donc été cette expression a été dans le sens contraire de ce qu'attendaient les principaux dirigeants de l'État anglais, de l'État du Royaume-Uni et évidemment tous les membres de l'Union européenne et de l'institution européenne. Donc, vous voyez cette forme de décalage, c'est ça notre terreau de base, notre questionnement de base pour pouvoir arriver à la question qui est, je le disais, le fil directeur de cet ouvrage, qui est finalement toute cette union européenne, pourquoi faire? Donc, je viens de pointer ce décalage entre la notion camp de la démocratie, d'expression démocratique dans le cadre de l'Union européenne et
le décalage avec les expressions réelles populaires lorsqu'elles ont lieu. Je montre également dans quelle mesure l'institution aujourd'hui a la forme d'une sorte de super-État auquel il ne manque que le nom et les attributs symboliques d'un super-État, mais qui dans le fait fonctionne avec l'expression de trois tendances simultanées, de trois orientations simultanées. La logique de l'administrateur, c'est-à-dire que l'institution européenne administre l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Celle du contrôleur général, c'est-à-dire que non seulement on administre, mais on pilote, on ordonne et on oriente le fonctionnement de ce qui s'accomplit à la surface de ce territoire européen. Et j'y ajoute une dernière composante qui est de plus en plus sensible aujourd'hui, qui est la logique du receveur, au sens du receveur fiscal, c'est-à-dire que l'institution entend manager les ressources, des ressources en propre, les ressources de ses gouvernements, les ressources des collectivités locales qui sont inscrites et les ressources des populations que nous formons, nous, en tant qu'individus citoyens de tels et tels États, des 27 États membres, mais formant finalement cette sorte de troupeau de citoyens de l'Union, ou dans tous les cas de résidents européens à la surface du territoire, et dont l'institution entend bien canaliser, orienter toutes les valeurs qu'en tant qu'individus nous portons par nos ressources financières bien sûr, y compris jusqu'à celle de l'épargne. C'est un thème auquel je sais la plupart d'entre nous sommes sensibles, bien entendu, mais également les ressources, nos ressources de vie, nos ressources existentielles, notamment dans l'expression de ce que nous faisons au quotidien et des traces que nous laissons, notamment les traces numériques, par l'ensemble des données que nous cumulons dans notre existence et qui font l'objet d'un marché extrêmement juteux, précieux, que l'Union européenne entend canaliser et orienter. Donc, tout cela, c'est ce qui donne corps à cette dimension de super-État que prend de plus en plus l'Union européenne et qui est d'ailleurs portée par un projet de révision des traités porté par le Parlement européen, un projet de révision des traités qui sanctionnerait cette transformation de l'institution européenne officiellement en un super-État, dont la Commission européenne deviendrait l'exécutif, avec un E majuscule, et dont le chef de la Commission européenne deviendrait de fait président de l'exécutif européen, président de l'Europe, donc chef de gouvernement, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions, puisque je le rappelle, la Commission européenne a quasiment le monopole de la proposition des lois, donc il y aurait le cumul dans cet exécutif quelque part des éléments du législatif aussi, puisque le Parlement européen n'est pas en capacité de faire des propositions législatives, il ne peut passer que par le truchement de la Commission européenne, donc c'est un élément très important, et il ne faut pas oublier que cet exécutif, la Commission européenne, a également des pouvoirs dans le domaine judiciaire avec la constitution du parquet européen, du parquet financier européen. Donc tous ces éléments sont détaillés dans l'ouvrage. Le but, c'est pas dans cette présentation rapide d'en faire le détail, mais je veux simplement attirer l'attention du public sur le fait que nous avons, non pas dans les tiroirs, mais vraiment sur la table et sur le réchaud, un projet porté par le Parlement européen qui pose question dans la nature de concentration des pouvoirs dans ce futur exécutif européen qui serait une extension de la Commission européenne et qui cumulerait à la fois des éléments d'exécutif, de législatif et de judiciaire, une sorte de concentration des pouvoirs qui, depuis la théorisation de Montesquieu, est considérée comme étant le prélude à tous les abus, puisque la liberté promue par la philosophie des Lumières consiste bien à la séparation des pouvoirs pour garantir que les uns compensent les autres et qu'il n'y ait pas d'absolutisme et d'excès d'autorité des uns par rapport aux autres. Donc, nous en sommes là, avec cet ouvrage, en mesure finalement de formuler réellement cette question, je vous dis, qui sert de fil de directeur. Tout ça, pourquoi ?
Pourquoi un super-État européen? Pourquoi vouloir continuer à progresser dans ce sens? Qu'est-ce que propose cette Union européenne? Et donc, pour y répondre, je propose d'aborder trois thèmes qui sont des thèmes d'actualité, qui sont vraiment le cheval de bataille de l'institution et que je mets en question. C'est-à-dire, ma mise en question va apporter des éléments de réponse, ou du moins des éléments qui permettront à chacun de se prononcer, de se faire une idée sur ce que sont les fins, la finalité, les orientations, les intentions de l'Union européenne. Alors ces trois thèmes que j'aborde dans la dernière partie de l'ouvrage sont les suivants. Est-ce que, c'est sous forme de questions, est-ce que ce pourquoi faire de l'institution européenne, c'est pour le bien de la planète et pour la décarbonation et pour sauver la planète des gaz à effet de serre et notamment du plus diabolique d'entre eux, le CO2. Eh bien, je montre à travers des textes eux-mêmes, j'apporte des éléments de réponse qui tendent à prouver que l'institution elle-même fait l'aveu du fait qu'elle ne considère pas le CO2 comme ayant un potentiel de réchauffement climatique. Ces textes à l'appui, c'est prouvé, ce qui montre bien que toute la stratégie qui est élaborée autour de la contention du CO2, de son élimination, de son stockage, de son piégeage, en fait tout le système qui est échafaudé est en fait la création d'une nouvelle chaîne de valeur, un élément de spéculation, un élément dont le mobile premier est celui des finances, celui d'un circuit de valeur, bien plus qu'un mobile écologique et de sauvegarde de la planète. Je pose le deuxième point de débat, c'est pourquoi faire? Pour s'étendre, pour élargir, pour porter la bonne parole démocratique, évidemment pas du côté de l'océan, mais du côté continental, donc c'est-à-dire de plus en plus vers l'Est. C'est ça la question, est-ce que la vertu de l'Union européenne, c'est de répandre la bonne parole démocratique vers l'Est de l'Europe et vers l'Asie et vers le Moyen-Orient? Eh bien, je montre qu'effectivement, c'est la tendance qui a été adoptée, tout ça, texte à l'appui, bien entendu, que c'est la tendance qui a été adoptée par l'institution depuis fort longtemps, depuis la chute de l'Union soviétique, allant même jusqu'à inclure dans les intentions d'intervention de l'Union européenne, inclure même la Russie dans le cadre de ces interventions. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'institution européenne caressait l'espoir d'inclure dans son champ d'intervention non seulement l'ensemble des anciennes démocraties populaires, mais jusque et y compris la Russie elle-même. Et que finalement, c'était dans une optique, je le montre bien sûr en citant les documents d'époque qui faisaient référence à enfin la réconciliation de la grande famille européenne, mais qui, dans la nature de leur dispositif, considéraient finalement ces espaces de l'Est comme un espace de conquête. C'est une sorte de phare Est, de la même façon qu'il y eut le phare Ouest pour la progression des États-Unis depuis la côte Est en direction de l'océan Pacifique. Et bien là, c'était une sorte de phare Est pour livrer ces espaces au précepte du libre-échange, enfin, du grand capital et du mondialisme. Hein, c'est une vision tout à fait univoque de la coopération, puisqu'il s'agissait finalement d'ouvrir ces grands ensembles qui avaient été exclus du marché ou marginalisés sur le marché mondial, et bien les réinclure, les réaffecter dans l'économie mondiale suivant les préceptes occidentaux. Et donc je montre à quel point ces éléments ont été en vigueur jusqu'à ce que finalement autour de 2010-2015 la cassure soit consommée et que nous en arrivions petit à petit à des éléments de plus en plus conflictuels comme nous les voyons aujourd'hui se dérouler non seulement en Ukraine mais bien évidemment dans l'ensemble de cet arc qui part de l'Est, du nord-est de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Donc ça, c'est le deuxième élément que je mets pour pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question pourquoi faire.
Et le dernier corpus que je propose, dont je discute dans l'ouvrage, c'est finalement, on peut s'étonner du fait que dans tout ce que propose l'Union européenne, il y a très peu en termes de construction, de dotation, de création, d'augmentation, de progrès. L'ensemble des prescriptions et des normes qui sont proposées par l'Union européenne et imposées par l'Union européenne, adoptées par l'Union européenne pour être plus exact, ont toute tendance à la réduction, au rationnement, à la au cantonnement, oui, à un aspect qui est plutôt régressif, pour ne pas dire rétrograde au sens premier du terme, c'est-à-dire de revenir en arrière, de marcher en arrière. C'est tout à fait manifeste parce que ça correspond à finalement une forme d'idéologie que je pointe, d'idéologie empreinte de misanthropie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de remise en question de la place de l'homme à la surface de la planète, et il y a une forme de lutte entre les positions occupées par l'espèce humaine dans le territoire européen au moins, puisque c'est ce qui concerne directement l'institution européenne, par rapport à la place de la nature. Et il est tout à fait symptomatique que tous les dispositifs en matière de lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, toutes les prescriptions écologiques qui sont adoptées et imposées par l'Union européenne aient pour effet de réduire les espaces occupés par les hommes, de refaire reprendre à la nature ses droits sur d'anciennes constructions, d'anciens aménagements faits de main d'homme. Je montre les dispositifs concernant finalement tout ce qui est canalisation, barrage, sur les cours d'eau, où il s'agit de revenir en arrière, tout ce qui concerne la gestion et l'administration des forêts, où là aussi il s'agit de revenir en arrière en évitant l'abattage, en laissant les bois morts pourrir sur place, etc., au motif de la biodiversité. J'en ai déjà parlé, mais je réaborde cette question dans l'ouvrage concernant les obligations qui sont faites aux cultivateurs, aux agriculteurs, de remettre en service tous les obstacles topographiques, les obstacles de végétaux, de haies, etc., qu'ils avaient patiemment, que le temps historique de culture avait patiemment éliminé pour organiser l'espace agricole dans le sens de sa meilleure performance et dans le sens de la production alimentaire pour la nourriture des bestiaux et pour la nourriture évidemment directe des êtres humains, mais comment en fait toutes les prescriptions qui sont adoptées pour l'Union ont pour vision, pour vertu de revenir en arrière et de réduire cet espace de culture, de réduire ces aménagements humains, de revenir en arrière sur le drainage des zones humides, de revenir en arrière sur l'assainissement des tourbières, etc. Donc tout ça dénote d'une forme de misanthropie qu'on retrouve également dans les prescriptions d'urbanisme, d'organisation de la ville, du territoire urbain, dans le sens, là encore une fois, d'une contraction, d'une réduction des espaces qui sont alloués à l'utilisation humaine, notamment en matière de logement, à une réduction des mobilités, en vantant les principes de la ville du quart d'heure, de la proximité, mais qui est en réalité une proximité dictée par une forme de concentration, de densité, de densification. Donc ce sont des éléments qui font question. Il ne s'agit pas d'une prise de position de ma part. Ce que je pense n'intéresse personne. Je m'efforce simplement de mettre en évidence la logique qui est suivie et de pouvoir la questionner pour en faire jaillir finalement tous les tenants et les aboutissants et qu'on sache bien vers quoi nous nous orientons lorsque nous adoptons le discours dominant, le narratif dominant et lorsque nous confortons la progression de la structure européenne et de l'institution européenne dans le sens qu'elle s'est donné elle-même pour le futur. Donc vous voyez, c'est au terme de ces discussions, puisque je le redis une fois encore, nous adoptons la tournure des entretiens, quelque chose d'assez vivant et de direct. Il n'y a pas de conclusion au sens où
il y aurait une doctrine où je proposerais une vision de ce qui serait bon. Il y a simplement le fait d'attirer l'attention, de susciter la vigilance, de pouvoir porter à la réflexion de chacun des lecteurs les éléments les plus objectifs possibles qui sont ici condensés, ramassés, pour que chacun puisse se faire finalement sa propre idée et qu'il comprenne vers quoi cette organisation promue par l'institution européenne nous mène. Est-ce que nous allons nous acheminer vers une société d'ordre, une société donc qui sera avec des règles beaucoup plus présentes, avec un pilotage, un management et une surveillance grâce aux supports technologiques qui seront beaucoup plus efficients, beaucoup plus rapides et efficaces, mais à quelles conditions seront-ils vivables? Voilà, ce sont des questions qui méritent d'être posées parce que effectivement, on peut très bien considérer que moyennant un certain nombre de je sais pas, un certain habillage ou un certain nombre de dispositifs, cette coercition voulue, cette administration très étroite, ce management très serré d'une population de plus en plus dense peut avoir des effets bénéfiques parce qu'il permet précisément la coexistence de gens de plus en plus nombreux sur des territoires de plus en plus restreints. Oui, mais à quelles conditions justement chaque individu, chaque personne peut avoir la sensation ou expérimenter, éprouver sa liberté réconcilier dans cette forme de société qui est proposée par l'Union européenne. Voilà, ce sont ces questions que je mets sur la table parce qu'il y a à mon sens, urgence, imminence, puisque nous allons être collectivement amenés à devoir nous prononcer sur une évolution de l'institution européenne. Nous allons être amenés à apporter notre caution au projet dont je parlais au début de cette présentation, de transformation ou de prolongation de l'institution européenne en un super-État, ce projet qui est notamment porté par la résolution parlementaire à laquelle je fais référence dans l'ouvrage, qui porte donc ce projet de révision des traités dans un sens encore plus poussé de présence de l'Europe, de progression de l'Europe et de renforcement de ses institutions et de son pouvoir d'action en lieu et place des États. Donc je crois que ce sont des éléments qui méritent de pouvoir s'y pencher et de pouvoir se faire sa propre idée en conscience pour ne pas se laisser mener sans réflexion face aux différents narratifs qui ne manqueront pas, qui sont déjà à l'œuvre et qui ne manqueront pas d'être bien sûr développés, déployés lorsque on passera à la phase active d'adoption ou de transformation. Donc il faut non seulement avoir été alerté, avoir eu le temps de prendre le recul nécessaire pour se faire sa propre idée et en l'ayant faite, et bien finalement faire son propre choix en son âme et conscience, favorable ou défavorable ou alternatif. Donc dans tous les cas, ces éléments-là qui sont contenus dans cet ouvrage permettent de faire extrêmement rapidement le point. C'est l'occasion d'une lecture estivale qui permet de progresser. C'est l'occasion de profiter de ces moments de pause pour pouvoir bronzer utile, suivant l'expression, et avoir un moment de répit et de recul sur toutes ces questions qui sont éminemment importantes, dont on ne perçoit pas forcément le caractère gravissime parce on est diverti, les éléments sont dilués, éclatés, dispersés, que l'actualité internationale géopolitique monopolise monopolise le devant de la scène, que l'ensemble des faits divers, tous plus sordides et affreux les uns que les autres, et qui sont montés en épingle avec un voyeurisme tout à fait scandaleux, monopolise là aussi, accapare l'attention, et pendant ce temps, finalement, l'âme directrice de ce qui va forger nos sociétés de demain poursuit son chemin silencieusement, calmement, dans une demi-lumière, pour ne pas dire dans l'ombre, et je dirais dans notre dos.
Et il est important, je crois que nous devons à la force de caractère des générations passées, aux luttes historiques et aux conquêtes de l'Occident pour asseoir la liberté de l'individu et les Lumières, la philosophie des Lumières, nous devons au respect et le témoignage du respect aux générations passées et à l'histoire, nous devons de passer un minimum de temps sur ces sujets-là et de ne pas être 100% passif sur les orientations futures. Alors pour compléter ces lectures, ce dernier ouvrage vient en complément de celui-ci qui est paru en début d'année, qui s'intitule Anatomie de la société occidentale européenne contemporaine, de la peine et des jeux. Donc là, celui-ci, c'est sur le même format que celui-ci, sur le format d'entretien, la discussion sur les différentes orientations les différents choix qui ont été faits technologiques et organisationnels et qui génèrent une nouvelle société dans laquelle nous sommes absorbés en tant qu'individus. Celui-ci vient ensuite de celui-ci qui s'intitule L'individu dans l'Europe promise, qui lui n'est pas sous forme d'entretien, qui est un ouvrage un peu plus théorique, mais basé sur les faits, hein, bien entendu, sur les textes européens, et qui analyse finalement quelle est la place de l'individu dans le projet de l'Union européenne, et celui-ci, qui s'intitule La nécessité européenne, qui est en fait le détail de ce que la structure européenne, depuis le traité de Rome, entend être sa propre nécessité, c'est-à-dire en quoi la structure européenne s'estime être une nécessité dans l'organisation politique mondiale. Et donc c'est un examen synthétique complet depuis le traité de Rome jusqu'à nos jours, puisque cet ouvrage date de fin 2023, de ce qu'est la dynamique, la phénoménologie finalement de l'Union européenne, qui au départ s'appelle simplement Communauté européenne, Europe, idée d'Europe, de quelle façon elle se manifeste et se transforme jusqu'à revêtir le costume de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, qui, je le dis, est aux portes de devenir le super-État européen, lorsque les dispositions dont je parlais tout à l'heure, portées par le Parlement européen, viendront à être adoptées et cautionnées par les populations européennes. Voilà, donc un vaste programme pour un été chaud et chargé, avec des lectures que vous pouvez multiplier, toutes auprès de l'éditeur L'Harmattan, toutes disponibles auprès de vos librairies de quartier, toutes disponibles s'il le fallait auprès des grandes plateformes de distribution que vous connaissez sur Internet. L'idée est donc de pouvoir quitter temporairement les écrans, les tablettes et autres gadgets numériques par ailleurs rendus indispensables, et bien de pouvoir faire une pause, de revenir à des objets physiques avec le plaisir du papier et de tourner les pages, de pouvoir s'aérer les méninges et de pouvoir profiter de quelques travaux que j'ai eu le plaisir de partager avec vous et de vous proposer et que je continuerai à proposer dans le cadre des émissions sur la chaîne YouTube Europhilo. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent été, de pouvoir en profiter en famille et de pouvoir en profiter personnellement, intimement. Et je vous demande, comme d'habitude, suivant le précepte de Europhilo, bien entendu de demeurer, quoi qu'il arrive, extrêmement vigilant. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures en notre compagnie. À bientôt!